Bonsoir et bienvenue dans cet événement dédié à l'accessibilité. On est super heureuse d'accueillir ce soir Marion, qui est spécialiste et qui va pouvoir nous aiguiller sur ce sujet hyper important, mais aussi un peu méconnu. En tout cas, moi personnellement, c'est un sujet que je trouve hyper passionnant et sur lequel j'étais pas hyper informée. Donc, merci beaucoup Marion d'être là ce soir. Merci à Ada de m'inviter et bonsoir à tous. Je vois quelques noms connus, ça me fait plaisir. Donc, avant de te laisser la parole, Marion, je vais juste faire un rappel sur pourquoi on fait cet événement, pourquoi c'est important d'en parler ce soir et pourquoi c'est aussi important pour nous en tant qu'école d'informatique à Datech School de t'inviter à participer à cet événement. Alors, je rajoute des dernières personnes qui viennent d'arriver. Hop, parfait. Alors, Ada Tech School, c'est une école d'informatique. C'est la première école d'informatique féministe et ouverte à tous et à toutes, sans prérequis techniques. L'objectif, c'est de permettre à toutes les personnes d'accéder à un milieu qui est parfois réservé à certaines personnes, qui est la tech. Nous, on veut que tout le monde puisse apprendre à créer avec le code et à écrire le futur. On propose un cadre hyper bienveillant et ouvert. Aujourd'hui, il n'y a que 10% des femmes qui sont développeuses. Et nous, notre mission en tant qu'école, c'est de permettre d'atteindre la parité. Nos élèves à Data School, ils viennent pas juste pour apprendre à coder, ils viennent aussi pour coder au service de quelque chose et ils ont un esprit très important de l'éthique dans le code. Je continue d'admettre des personnes. Donc, nous, on les forme à travers une pédagogie qui est une pédagogie alternative. Donc, on n'apprend pas comme on apprend dans d'autres écoles en informatique, on apprend par le faire, par le concret. Et on est convaincu que c'est hyper important de le faire et de reposer sur des valeurs qui sont très importantes pour nous, comme la bienveillance, l'empathie et l'inclusion. Donc, c'est très en lien avec le sujet de ce soir. Puisque on sait aujourd'hui qu'entre 15 et 20% de la population souffre d'un handicap. Alors ça peut être de toute forme, visuel, auditif, moteur. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet parce que ne pas optimiser l'accessibilité web de son site, c'est se priver à la fois de milliers d'utilisateurs potentiels, mais c'est également les priver d'utiliser des services qui doivent être accessibles à tous. Donc, il est déjà essentiel de comprendre ces enjeux et ensuite d'avoir des acteurs comme toi, Marion, qui cherchent à favoriser cette accessibilité. L'objectif, c'est donc de créer la meilleure expérience pour pas seulement une petite catégorie de la population, mais pour vraiment tout le monde. Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on se parle. Marion, tu viens de Adapt Mon Web, qui a été racheté par Content Square. Du coup, tu es là pour nous parler des enjeux d'accessibilité web. Tout à fait. Donc, je vais te laisser te présenter et je continue en parallèle d'admettre les dernières personnes qui se connectent. Ok, merci pour cette introduction. Bonsoir à tous. Je suis Marion Ranvier, fondatrice d'Adapt Mon Web. Si vous le voulez bien, je vais vous partager mon écran parce que je vous ai préparé une présentation pour appuyer mes propos. Donc aujourd'hui, l'idée, effectivement, c'est de vous faire une introduction au sujet de l'accessibilité numérique. Une courte présentation sur moi et mon parcours. Donc, j'ai débuté via une école de commerce. J'ai travaillé ensuite 5 ans au sein de Lagardère sur les chaînes enfants. Les parents ici reconnaîtront très certainement Gulli, Tiji ou Canal J. Et au bout de 5 ans chez Lagardère, qui a été d'ailleurs 5 très belles années, j'avais envie d'un projet entrepreneurial. J'ai eu la chance d'avoir un mentor qui est mon papa, qui a monté pas mal de startups et il m'a transmis cette fibre finalement. Mais j'avais envie d'un projet entrepreneurial social. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est une génération qui a envie de faire bouger les lignes et surtout d'aider d'une manière ou d'une autre, mais voilà, d'apporter un peu une pierre à l'édifice.
J'ai eu la chance de reprendre une start-up qui s'appelait Edodis, qui avait créé une plateforme d'aide à la lecture pour les élèves dyslexiques. L'idée, c'était de créer un profil de lecture en fonction de sa pathologie, en tout cas en fonction de ses besoins. Toutes les fonctionnalités et les adaptations avaient été développées avec des professionnels de santé pour permettre une lecture plus fluide et plus confortable. Une fois que ce profil de lecture était paramétré, on pouvait ensuite adapter tout type de documents digitaux, donc des documents Word, des documents PDF ou des PowerPoint, afin de faciliter la lecture dans le milieu scolaire. Et quand j'ai repris cette entreprise, bien sûr, on commence par une étude de marché. Et dans cette étude de marché, je me suis rendu compte que il y a des chiffres assez alarmants dont je vais vous parler plus tard, mais qu'il y avait un manque cruel d'accessibilité sur le web, qu'il était impossible de paramétrer son confort de lecture en ligne. Et c'est donc pour ça que j'ai développé Adapt Mon Web, qui est un outil très simple, qui est un plugin qui s'installe sur un site web pour apporter des fonctionnalités additionnelles. Mais j'y reviendrai plus tard. Et aujourd'hui, nouvelle aventure pour moi. Donc, j'ai effectivement eu la chance de rencontrer Jonathan Cherki, qui est le CEO de Content Square, en janvier dernier, et de le sensibiliser à ma cause, qui est du coup l'accessibilité numérique. Et en lui parlant des chiffres, il s'est rendu compte qu'il travaillait pour l'expérience utilisateur, enfin Content Square travaille pour l'expérience utilisateur, pour améliorer l'expérience utilisateur, et finalement qu'il laissait plus de 20% de la population sur le côté. Et donc, c'est là qu'une nouvelle aventure a débuté pour moi. En octobre dernier, nous avons rejoint Content Square pour avoir une nouvelle mission commune qui est de créer les meilleures expériences digitales, non pas pour quelques-uns, mais pour tous. Donc, notre vision aujourd'hui, ça va être d'intégrer notre solution dont je vous parlerai tout à l'heure dans la plateforme Content Square, mais aussi de créer une fondation pour sensibiliser les entreprises, les écoles de développeurs ou de développeuses et le grand public au sujet de l'accessibilité numérique. Donc, je vais commencer très succinctement par définir l'accessibilité numérique. L'accessibilité numérique, qu'est-ce que c'est? C'est l'habilité d'un site, d'une application mobile ou d'un document électronique à être facilement navigable et compréhensible par le plus grand nombre de personnes, incluant les personnes en situation de handicap. Donc, comme Pauline l'a très bien dit, les handicaps peuvent être visuels, auditifs, moteurs ou cognitifs. Quand je vous parlais de chiffres tout à l'heure qui m'ont alarmée lors de mon étude de marché, les voici. Aujourd'hui, plus d'1 milliard de personnes dans le monde souffrent d'un handicap. Donc, je vous ai noté ici quelques types de handicap. 285 millions de personnes aveugles ou malvoyantes, 300 millions de personnes daltoniens. Pour la petite information, le daltonisme touche plutôt les hommes. C'était la petite information du soir pour une école de développeuses ou une école de développeurs féministes. Ensuite, 700 millions de personnes dyslexiques autour du monde, ce à quoi j'ai ajouté 600 millions de seniors. Parce qu'en effet, lors de nos tests panels, nous nous sommes rendus compte que c'était finalement une cible qui pouvait avoir besoin d'accessibilité numérique. Donc, ces chiffres sont assez hallucinants finalement. Et à contrario, la problématique et le contexte actuel, c'est que 70% des contenus digitaux et des sites web ne sont pas accessibles. Ça me paraît inacceptable, surtout dans le monde actuel dans lequel on vit. J'entends par là, on vit une crise sans précédent, une pandémie qui nous oblige à rester chez nous et finalement le web devient un des seuls canaux de communication pour toute la planète. Or, on nommait 20% des personnes qui ont du mal à naviguer ou qui ont du mal à accéder au contenu en ligne. C'est pourquoi ce sujet est aussi important à mes yeux et je suis très contente de pouvoir en parler avec vous tous ce soir. Mais finalement, qu'est-ce que l'accessibilité numérique et comment ça fonctionne? L'accessibilité numérique, elle est régie par des lois, des référentiels et qui ne datent pas d'hier.
Le consortium du W3C a été créé en 1994 et donc ça ne date pas d'aujourd'hui, et on crée finalement le standard de l'accessibilité du web pour tous. Ensuite, on a vu apparaître le WCAG, donc c'est le Web Content Accessibility Guidelines, qui répertorie finalement les critères d'accessibilité. Donc ça devrait être un petit peu la Bible pour les développeurs. C'est le référentiel qui donne le plus grand nombre d'informations. Je vous ai noté ici que le WCAG est un ensemble de 75 critères qui doivent être respectés pour que votre site soit considéré comme accessible. Aujourd'hui, dans le monde, il existe 40 lois sur l'accessibilité numérique, dont 24 qui font des références au WCAG. Nous, en France, on ne veut rien faire comme les autres, donc finalement, on ne se base pas vraiment sur le WCAG. On a un autre référentiel en vigueur qui est le RG2A, qui est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité numérique. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus loin. Donc, qu'est-ce que signifie aujourd'hui un site accessible? Donc, comme je vous l'ai dit, un site accessible doit répondre aux 75 critères énoncés par le WCAG. Mais finalement, qu'est-ce que permet un site accessible? Un site accessible permet aux personnes en situation de handicap, et notamment en situation de handicap lourd, d'interagir via leur technologie d'assistance. J'ai noté ici des technologies d'assistance assez connues comme JAWS et NVDA, qui proposent par exemple une synthèse vocale, une lecture vocale, ou alors un screen reader qui permet d'avoir une meilleure lisibilité du contenu en ligne. Mais si un site n'est pas codé accessible et ne répond pas aux 75 critères, ces technologies d'assistance vont avoir du mal à lire le contenu en ligne. Souvent, on a un exemple, par exemple les balises texte. Il faut suivre un ordre chronologique H1, H2, H3 pour que finalement les technologies d'assistance qu'utilisent les personnes en situation de handicap puissent faire une hiérarchie entre le premier titre, le deuxième titre d'un paragraphe et un troisième titre. Donc ça, c'est très important. Je vous ai noté ici les 13 thématiques du RG2A, donc le référentiel en vigueur en France, donc qui comprend les images. Il est important de décrire une image et de donner un texte alternatif à une image. Nous avons les cadres, les couleurs, le multimédia, les tableaux, les liens. Bien sûr, si on clique sur un lien qui n'a pas de redirection, eh bien, on casse finalement le parcours de navigation et l'expérience utilisateur. Et voilà, je vous ai noté ici finalement les 13 thématiques qui sont listées dans le RG2A. Nous, ce qu'on voit le plus souvent lorsqu'on mène des audits ou quand on échange avec des partenaires qui souhaitent travailler sur la question d'accessibilité, c'est des problématiques de contraste. Aujourd'hui, on a beaucoup de problématiques de contraste et ça, c'est compliqué de les modifier en son code parce que ça signifie peut-être modifier la charte graphique d'un site. Et ça, vous allez me dire, c'est clairement pas possible. Donc, c'est pour ça qu'il y a des petites alternatives dont je vous parlerai plus tard. L'accessibilité numérique, donc, c'est 4 grands principes. Donc, tout d'abord, il faut que ça soit perceptible. Il faut faire en sorte que chaque information soit perceptible pour tout utilisateur. Il faut proposer des versions de remplacement, par exemple aux médias audio ou aux vidéos, aux animations flash. Bien sûr, sous-titrer vos vidéos aujourd'hui, c'est souvent rentré dans les mœurs pour une problématique de réseaux sociaux ou parce que les gens regardent des vidéos au travail et donc on ne met pas le son.
Mais au-delà de tout ça, en fait, la vidéo, elle est hyper importante. Le sous-titre, pardon, elle est hyper important. Ils sont hyper importants pour des personnes qui sont en situation de handicap. Il faut créer un contenu présentable de différentes manières sans perte d'information. Pensez par exemple à une mise en page simplifiée. Ça peut être hyper important. Ensuite, il faut que ça soit utilisable. Rendre toutes les fonctionnalités accessibles au clavier. En effet, la navigation par clavier est primordiale pour une personne en situation de handicap. Donc ça, c'est via la tabulation, par exemple. Et une fois encore, tout à l'heure, je vous parlais des liens qui ne sont pas cliquables. Si la navigation par clavier ne fonctionne pas, on casse le parcours de navigation et on casse finalement l'expérience utilisateur. Il faut aussi laisser suffisamment de temps à l'utilisateur pour lire et utiliser le contenu. On voit souvent des images qui défilent en quelques secondes. Eh bien, finalement, non, il faut laisser un peu plus de temps pour lire, pour appréhender le message. Ça, c'est assez important aussi. Il ne faut pas concevoir du contenu susceptible de provoquer des crises. Ça semble simple à dire et simple à appliquer, mais en fait, il y a certains contenus, soit par leur rapidité de passage, soit par la notion je clignote, on a des bannières qui clignotent dans tous les sens. Ça, c'est pas recommandé, voire même c'est plutôt interdit dans la conception de sites accessibles. Et il faut aussi fournir à l'utilisateur des éléments d'orientation pour naviguer et pour l'aider à trouver le contenu finalement et à se situer dans le site. Souvent, et on l'a vu nous au sein d'Adapt Mon Web, quand on menait des tests panel utilisateurs, on a des personnes en situation de handicap qui perdent leur navigation, qui perdent leur souris. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé une fonctionnalité pour avoir une souris plus grande, plus grosse, mais je vous en parlerai tout à l'heure lorsque je vous ferai une petite démo. Ensuite, il est important que le contenu soit compréhensible, rendre le contenu textuel lisible et compréhensible. On parle souvent aussi du facile à lire et à comprendre pour des personnes qui sont dyslexiques ou autistes. Ça peut être très intéressant de travailler le FALC aussi pour l'accessibilité numérique, puisque finalement, ça nous demande un travail de lisibilité et de travailler la compréhension du contenu. Il faut aussi faire en sorte que les pages apparaissent et fonctionnent de manière prévisible. Ça, c'est très important. Il est important aussi d'aider l'utilisateur à éviter et à corriger les erreurs de saisie. Je pense aujourd'hui, on a de plus en plus de formulaires à écrire. Parfois, on a la correction automatique pré-remplie. Finalement, ça peut aussi être quelque chose qui génère un stress ou voilà, qui n'est pas référencé, accessible. Et puis après, le dernier grand principe, c'est la robustesse. Il faut optimiser la compatibilité avec les agents utilisateurs actuels et futurs, et y compris avec les technologies d'assistance, comme je vous parlais, type JAWS ou NVDA. Donc ça, c'est pour les 4 grands principes d'accessibilité. Ici, je vous ai noté les 12 lignes directrices. Désolée pour le slide indigeste, j'ai essayé de faire une présentation assez jolie. Je vous promets, c'est la seule qui contient beaucoup de contenu. Mais c'est pour vous donner voilà, un peu d'éléments. Par exemple, il faut fournir des alternatives textuelles pour tous les contenus qui sont non textuels. Il faut aussi fournir des alternatives pour les supports temporels. Il faut pouvoir présenter et créer un contenu qui peut être présenté de différentes manières. J'entends par là une vidéo, de l'audio, une image, du texte. Voilà. Là, ça laisse déjà plusieurs propositions pour présenter son contenu. Il faut rendre toutes les fonctionnalités disponibles à partir du clavier, comme on l'a vu. Laisser du temps, pareil, on l'a vu dans les grands principes.
pareil sur ne pas provoquer des convulsions ou des crises. Donc voilà, là j'ai essayé de vous lister de nouveau toutes les lignes directrices sur la notion de rendre le contenu lisible et compréhensible. Vous pourrez me poser des questions, je crois, en fin de conférence. Je vous ai noté aussi ici pourquoi c'est important de se concentrer sur l'accessibilité numérique et pourquoi aussi les entreprises devraient en prendre conscience au-delà de l'impératif légal, qui est bien sûr très important, mais pourquoi on doit s'en soucier? Finalement, ça nous permet aussi de travailler sa réputation et son image de marque parce qu'on peut communiquer et montrer qu'on est une entreprise qui se soucie de tous ses utilisateurs. Je vous ai noté ici un résultat d'une étude qui m'apparaît importante de partager avec vous, qui note que 92% des utilisateurs sont plus enclins à acheter sur un site qui est accessible. Eh bien oui, si on communique à son utilisateur final, qu'on met tout en place pour créer une meilleure expérience digitale pour lui et optimiser finalement son expérience, il sera beaucoup plus enclin à acheter ou à revenir en tout cas sur ce site-là. Ça peut être un revenu additionnel parce que finalement, je vous parle de 20% de la population qui a des difficultés de lecture, et ben finalement, c'est un axe de différenciation qui permet d'aller toucher un nouveau potentiel d'utilisateur. Et pour finir, il y a une notion de référencement d'accessibilité, de référencement de sites Internet avec le SEO, puisque Google vérifie finalement l'accessibilité. Comme je vous le disais tout à l'heure, un site accessible, c'est un site qui est codé accessible. Donc, finalement, coder votre site accessible en fonction des critères, que ce soit du WCAG ou du RG2A, va considérablement améliorer votre référencement naturel. Donc, ça, c'est aussi important de le dire et de ne pas montrer que l'aspect finalement réglementaire pour les entreprises, puisque notamment en France, l'aspect réglementaire oblige les entreprises du secteur public et les entreprises du secteur privé qui génèrent plus de 250 millions de chiffre d'affaires de rendre leur contenu en ligne accessible. Mais pour moi, ça doit être aussi un impératif de citoyenneté. Et si votre entreprise ne fait pas partie des entreprises privées qui génèrent plus de 250 millions de chiffre d'affaires, eh ben, il faut quand même se dire que vous devez rendre votre site accessible. Puisque, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, 1 milliard de personnes à travers le monde souffrent de difficultés de lecture et ont du mal à avoir l'accès au contenu en ligne. Donc, pour moi, c'est un problème qui doit vraiment être pris à bras-le-corps par tous les fournisseurs d'accès. Voilà. Ensuite, j'ai voulu vous montrer qu'il y avait d'autres pathologies. D'autres pathologies qui ne sont parfois pas prise en compte, ou en tout cas qu'un site codé accessible ne prend pas en compte. J'entends par là des difficultés visuelles type achromatie, daltonisme, myopie, des difficultés cognitives type dyslexie, dyscalculie, difficultés de concentration. On peut aussi avoir des difficultés physiques type l'arthrose, Parkinson ou des tremblements qui ne sont pas répertoriés comme des handicaps lourds, mais qui nous empêchent finalement d'avoir une navigation par clavier simplifiée. Et j'ai aussi noté des difficultés générationnelles parce que, comme je vous le disais en préambule, on s'est rendu compte que apporter des fonctionnalités d'accessibilité à des sites pouvait aider des seniors, pouvait aussi aider des personnes qui sont en fatigue passagère puisqu'on passe notre temps devant des écrans ou sur Zoom. Donc, parfois, ça peut faire du bien de paramétrer son confort de lecture en ligne. Et je pensais aussi, j'ai noté l'illettrisme. Ça peut être intéressant aussi dans le cadre de l'apprentissage d'une langue. Je vous ai noté ici quelques exemples. Vous voyez ici en bleu la lecture d'une personne dyslexique
Pour être hyper transparente avec vous, moi, j'ai une légère dyslexie. Alors, les lettres ne dansent pas autant quand je lis un texte, mais parfois, elles s'inversent. Et quand on n'est pas porteur de troubles, on ne se rend pas toujours compte de la difficulté de concentration au quotidien. Et c'est là que je veux sensibiliser sur ce sujet qui me semble si important. Une fois encore, je vous renvoie aux chiffres, mais je vous parlais tout à l'heure de 700 millions de personnes atteintes de dyslexie dans le monde. Ça me semble quand même assez conséquent pour qu'on prenne le temps d'en parler et de montrer qu'est-ce que peut être une lecture d'une personne dyslexique. Ensuite, en dessous, je vous ai noté un exemple d'une dégénérescence maculaire. Donc là, on voit vraiment que c'est le centre de la vision qui est impacté et qui obscure totalement la lecture de ce petit texte. Donc, on voit clairement qu'au quotidien, ça peut devenir vraiment plus qu'une gêne, mais un handicap. C'est pourquoi, au sein d'AdaptMonWeb, donc je vous renvoie à 2018, nous avons décidé d'œuvrer pour apporter des fonctionnalités additionnelles à des sites web. En effet, donc on a toujours ce même constat, 70% du web n'est pas accessible et on se rend compte que même s'il y a des référentiels, des lois, les entreprises ne rendent pas leur site accessible pour autant. Même l'aspect réglementaire ne les pousse pas à accélérer sur le sujet de l'accessibilité. Donc, nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire à notre petite échelle pour apporter des fonctionnalités d'accessibilité et pour permettre à tout un chacun de paramétrer son confort de lecture en ligne. Donc, on a décidé de créer un plugin d'accessibilité qui s'installe sur les sites via une ligne de script. Et cet outil d'accessibilité apparaît via un petit icône sous forme de loupe. Et c'est l'utilisateur final qui va ensuite aller paramétrer son confort de lecture en ligne. On a répertorié des fonctionnalités comme changer la police, modifier la taille de la police, travailler sur l'interlignage, travailler sur le contraste, travailler sur la luminosité, avoir, comme je vous le disais tout à l'heure, une souris plus grosse et de couleur. Nous avons aussi ajouté une synthèse vocale pour permettre une lecture audio du contenu en ligne. Si vous voulez, après, je vous ferai une petite démo en ligne pour vous montrer vraiment ce que fait le plugin. Et nous, on a souhaité s'adresser aux créateurs de contenu, aux créateurs de sites Internet, aux entreprises. Parce que pour nous, ça nous semblait un petit peu finalement la double peine de créer un outil qui était à destination des personnes en situation de handicap. Par exemple, on aurait très bien pu créer une extension Chrome, mais les extensions Chrome existent déjà. Ça aurait été demandé aux personnes en situation de handicap d'installer de nouveau une extension qui aurait pu interagir de façon négative avec d'autres extensions qu'ils ont déjà sur leur browser. Donc, ça nous semblait plus intéressant d'aller sensibiliser les entreprises à ce sujet en leur disant, voilà, c'est une première étape dans l'accessibilité numérique, installer ce plugin qui permet déjà à vos utilisateurs de paramétrer leur confort de lecture et puis ensuite les emmener petit à petit sur ce sujet de l'accessibilité numérique qui doit être traité de par son code et les emmener à corriger ces erreurs d'accessibilité. Donc ça nous semblait important. Ici, je vous montre finalement le nouveau plugin qui a été redesigné suite à notre intégration, si je puis dire, chez Content Square. Donc aujourd'hui, notre stratégie, c'est d'offrir ce plugin d'accessibilité au site client de Content Square. Mais une fois encore, c'est la première étape vers un long travail qui mène à la mise en conformité totale des sites Internet.
Ensuite, on va travailler sur la partie data. Comment finalement on prouve au site internet et aux créateurs de contenu que c'est important de travailler sur ce sujet? Ben, finalement, il n'y a qu'avec des chiffres qu'on peut prouver tout ça. Donc, on va essayer de collecter le nombre d'utilisateurs qui utilisent le plugin, comment ils l'utilisent, quelle est l'expérience utilisateur, quel est leur parcours de navigation avec ce plugin. Une fois qu'on montrera, et j'en suis convaincue que les chiffres vont être assez conséquents et qu'on aura vraiment des gens qui vont utiliser le plugin, on sera en mesure de dire tant de pourcents de vos utilisateurs ou tant de pourcents de votre trafic utilisent un outil d'accessibilité. Voilà l'importance, voilà pourquoi il est très important de modifier votre contenu et de le rendre accessible de par son code. Et ensuite, on veut aller plus loin au sein de Content Square en créant finalement un moteur de détection des erreurs d'accessibilité. L'idée, comme je vous disais, c'est de sensibiliser une fois encore les entreprises et leur donner les moyens d'aller corriger les erreurs d'accessibilité. Mais aujourd'hui, souvent, c'est difficile parce qu'on reçoit un audit qui est un audit de 50 pages avec des lignes de code qui renvoient au référentiel en vigueur. Et puis, en fait, c'est indigeste. On a du mal à voir par quel bout commencer. Et là, l'idée, finalement, c'est de rendre ce moteur de détection ludique et de se dire, eh bien, on va aller prioriser les données en fonction des pages les plus vues, des boutons les moins accessibles en home-page, des boutons que l'entreprise aura targetés comme les boutons les plus importants, par exemple un bouton qui renvoie au panier, un bouton qui renvoie vers une page produit, vers un formulaire de contact. Donc, on va essayer de prioriser en fonction de la sévérité des erreurs grâce aux données de Content Square. Et c'est là où ce mariage finalement avec Content Square est hyper intéressant puisque il travaille sur l'expérience digitale pour tous. Et donc là, on va amener les clients de Content Square à prendre vraiment cette notion d'accessibilité numérique en compte dans leur développement, dans leur roadmap produit. Donc ça, c'est hyper important. Parce qu'aujourd'hui, je vous parle d'accessibilité numérique sur un site web, mais l'accessibilité numérique, c'est aussi sur des plateformes SaaS, sur un intranet, c'est aussi sur les applications tablettes et mobiles. Finalement, partout où il y a du texte, il y a de l'accessibilité. On parlait en préambule des contenus digitaux. Il faut travailler l'accessibilité d'un contenu, des contenus digitaux. Si par exemple, vous avez un PDF sur votre site, vous avez créé votre site très accessible, mais que le PDF n'est pas accessible par ailleurs, on casse encore une fois la navigation et le parcours de navigation. Donc ça, c'est très important. Donc, j'ai voulu vous présenter un petit peu la vision qu'on a aujourd'hui. Et je souhaitais aussi vous parler de la fondation que nous sommes en train de créer pour sensibiliser au sujet de l'accessibilité numérique, donc le grand public, les entreprises, les écoles. Et pour ce faire, nous allons travailler sur 3 piliers. Le pilier éducation. Je vous parlais en préambule de la plateforme Edodis, qui était une plateforme d'aide à la lecture pour les élèves dyslexiques. Notre but avec la Fondation, c'est de retravailler cette plateforme pour l'offrir gratuitement au plus grand nombre. On ne veut pas laisser des gens sur le bas de la route, le côté de la route, et on veut vraiment aider tous les étudiants, tous les enseignants et tous les pros de santé pour construire finalement l'école inclusive. Ces jeunes aujourd'hui qui sont en cours ou à l'université, au collège ou au lycée et qui sont parfois un peu stigmatisés et mis à l'écart parce qu'ils ont un trouble de l'attention, un trouble cognitif comme la dyslexie. Nous, ce qu'on veut montrer au contraire, c'est que c'est une force et qu'avec des outils très simples, eh ben, on va pouvoir les accompagner dans leur lecture et dans leur parcours scolaire. On veut aussi former les développeurs. On veut aussi, via la Fondation, créer des trainings d'accessibilité pour former les développeurs parce que finalement, les développeurs, ou vous qui m'écoutez derrière votre écran, vous êtes les premiers maillons de la chaîne. Vous allez rentrer en entreprise et si vous êtes formé au sujet de l'accessibilité,
vous allez diffuser finalement ce message qui est hyper important et c'est vous qui allez changer la donne. Et pour moi, c'est hyper important de vous former et je trouve qu'aujourd'hui, ce n'est pas assez pris en compte. Donc là-dessus, je vais travailler avec des acteurs du milieu éducatif, mais aussi de l'accessibilité numérique pour proposer des contenus ludiques qui peuvent être accessibilité numérique de par le code, comme on vient de le voir, mais aussi le design inclusif, comment on intègre l'UI, l'UX design pour créer de l'accessibilité dans les contenus. Je pense que ces formations, elles pourront aussi être transverses et bénéficier aux porteurs de projets qui font le passe-plat avec plein de départements, mais ça doit aussi passer par eux, cette notion d'infusion d'accessibilité numérique. On souhaite aussi investir dans la responsabilité sociale et soutenir des projets qui ont le même ADN que nous et qui visent à favoriser le quotidien des personnes en situation de handicap. Et puis après, on va aussi sensibiliser comme ce webinaire ou créer des événements autour de l'accessibilité numérique. Donc voilà, j'ai voulu vous faire une présentation globale. C'était vraiment une introduction. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut vraiment penser l'accessibilité pour tous. Quand on le design ou quand on le pense avec une conception universelle, ça favorise l'expérience utilisateur de tout un chacun. Il y a un exemple qui est assez flagrant, c'est la télécommande. La télécommande avait été conçue historiquement pour des personnes en situation de handicap qui ne pouvaient pas se déplacer, qui ne pouvaient pas changer les chaînes via la télé. Au final, aujourd'hui, on utilise tous la télécommande. Il est important de voir l'innovation et les avancées numériques pour favoriser finalement et mettre en lumière le handicap. Et bon, ça c'est assez négatif comme petite note, mais il faut le dire, tout le monde peut avoir un handicap un jour. Aujourd'hui, pour la petite anecdote, je réalisais un shooting dans le cadre de la fondation pour avoir une petite vidéo de présentation et de sensibilisation. Et on a accueilli un jeune homme de 30 ans avec un témoignage assez poignant qui a eu un AVC il y a 1 an. Et depuis, il a toute sa vision gauche qui est impactée et il ne voit plus du tout de toute la partie gauche. Donc, il a dû se rééduquer, compenser, utiliser des outils, masquer aussi son handicap parce que finalement, dans notre société, c'est tabou, ça ne se fait pas de dire qu'on a un handicap. Et au contraire, moi, j'aimerais changer la donne en disant que c'est une force et qu'il faut mettre en avant ces personnes-là. Mais voilà, il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, ça peut toucher tout un chacun. Je vous parlais tout à l'heure des seniors. On a une population vieillissante. Par exemple, au Japon, ils ont plus de 15% de leur population qui a 65 ans et plus. Donc, on est vers un pays qui a une population vieillissante. C'est important d'accompagner nos seniors. Et nos seniors, ils ont envie de consommer du web. Ils ont envie d'aller regarder Netflix et ils ont envie d'aller acheter en ligne comme tout le monde. Donc, c'est pourquoi j'avais envie de vous parler ce soir et de vous sensibiliser sur ce sujet. Et une fois encore, concevoir accessible, c'est beaucoup plus important versus modifier ultérieurement. Parce que modifier ultérieurement, ça va vous coûter du temps, des ressources, de l'argent. Donc, si on introduit le sujet de l'accessibilité en amont dans toutes nos réflexions, on gagnera vraiment du temps. Et je voulais aussi vous dire qu'il y a beaucoup de tabous autour de l'accessibilité numérique. Moi, j'ai entendu des choses comme « Ah, mais alors l'accessibilité numérique, ça nous pousse à faire des sites laids. » Mais non, c'est pas vrai, c'est un mythe. Au contraire, on peut faire des très jolies choses accessibles. Donc, il faut juste être un petit peu ingénieux, aller voir les lois, se renseigner, participer à des webinaires comme vous le faites et je vous remercie d'être aussi nombreux. Mais en tout cas, il y a plein de mythes et ne pensez pas qu'un contenu accessible est un contenu laid.
Voilà, ça sera tout pour moi aujourd'hui. Je me tiens bien sûr à votre disposition. J'espère que vous avez des questions pour moi. J'espère aussi que la présentation était ludique et que ça vous aura voilà, donné des informations sur ce sujet de l'accessibilité, donné aussi des pistes de réflexion pour modifier vos contenus ou si vous êtes développeur ou développeuse, de vous donner envie d'aller voir voilà, les critères en vigueur en France comme à l'étranger, parce que finalement, l'accessibilité numérique n'a pas de barrière. Ok, bah, merci beaucoup Marion, c'était super clair et ça a vraiment permis de prendre conscience de tous ces enjeux qui sont en effet pas hyper représentés et c'est bien dommage parce que c'est quand même dingue de se rendre compte que 70% du web n'est aujourd'hui pas accessible. Je vous invite à poser vos questions et à échanger sur le chat. Du coup, si tu es d'accord, je vais remonter. J'ai vu qu'il y avait quelques échanges qui sont intéressants pour qu'on puisse rebondir dessus. Bien sûr, bien sûr. Et j'ai oublié de vous dire quelque chose aussi quand je parle de handicap, c'est qu'en fait, 80% des handicaps sont invisibles. Donc, c'est pour ça qu'il me semble important de le dire et de sensibiliser aussi le grand public parce que voilà, un handicap invisible doit quand même être pris en compte, mais il ne se voit pas. Complètement. Alors, on a un petit enfant qui veut participer avec nous. Alors, il y a Laurence qui nous demande si c'est possible d'avoir les sources des chiffres. Nous, demain, on envoie un mail récapitulatif de tout notre échange de ce soir. Donc, on pourra faire parvenir les sources. Bien sûr. Bien sûr, je peux tout vous envoyer. Bien sûr, je peux vous partager aussi ma présentation. Il y a beaucoup de sources qui émanent de l'OMS. Et puis après, les autres sources que j'avais citées, par exemple, pour les personnes en situation de handicap qui souhaitent quand même naviguer en ligne ou qui souhaitent, qui sont plus enclins à revenir sur des sites accessibles, je vais vous partager ça. C'était une étude, je crois, américaine qui a été menée, mais je vous partagerai bien sûr les sources. Trop bien, merci. Ensuite, il y a Benjamin. Donc, il y a Karine qui nous donne des éléments et des chiffres. Ensuite, il y a Benjamin qui nous demande optimiser une expérience utilisateur pour tous. N'est-ce pas chose impossible? Ce que je retire ou j'ajoute pour m'adapter au public X n'affecte-t-il pas négativement le public Y ou Z? Eh bien, non, je pense pas. Je pense finalement qu'il faut le voir plus dans une globalité. On ne pourra pas répondre à tout type de handicap. Là-dessus, Benjamin, je vous rejoins, c'est compliqué. Mais si on pense un contenu simple, avec un design inclusif, avec un code accessible et par exemple avec un outil, une technologie d'assistance comme je vous ai montré tout à l'heure, qui laisse la possibilité à ceux qui le souhaitent d'aller paramétrer leur confort de lecture, finalement, on offre une palette assez large pour donner aux personnes qui ont envie d'aller modifier la police parce qu'elle ne leur convient pas. Finalement, on peut le faire. Et moi, je pense que finalement, si on ne veut pas répondre à une catégorie, ben, on va pas répondre aux autres et on ne va rien faire. Donc non, je pense qu'il faut essayer de proposer des choses. En tout cas, si on a une démarche inclusive, on pourra pas vous en vouloir. Mais par contre, effectivement, on pourra rarement répondre à tout type de handicap. En revanche, proposer un contenu avec des textes, une alternance textuelle, avec un contraste suffisant, ça peut réellement être bénéfique pour tout un chacun. Très clair. Il y a Laurence qui nous demande si le souci d'accessibilité web en France ne vient pas d'un manque de méconnaissance et d'ignorance de manière générale sur le handicap en France. Je pense que oui, et comme je le disais tout à l'heure, la notion de handicap en France, ou même le mot handicap,
il est péjoratif, il est négatif, il est pas très joli et c'est encore très tabou. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une méconnaissance des troubles. Il y a une méconnaissance notamment des troubles cognitifs. Donc, je suis assez d'accord. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on crée cette fondation parce que on a envie de changer le regard sur les porteurs de troubles, les porteurs de handicap. Et finalement, ben moi, j'en suis un peu l'exemple même. En fait, ça n'empêche pas de faire quelque chose, d'avoir une carrière, d'avoir envie de bosser dans la tech. Moi, je rencontre plein de dyslexiques qui mènent des magnifiques carrières. Et c'est ça que j'ai envie de faire passer comme message. Parce que souvent, dans le milieu scolaire, on a un message qui est souvent un peu péjoratif en disant et toi tu es un peu un cancre, tu vas peut-être pas y arriver après par la suite, alors que c'est totalement faux. Il y a des personnalités célèbres qui sont dyslexiques. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Richard Branson, le fondateur de Virgin. Mais quelle personnalité, c'est magnifique ce qu'il est arrivé à entreprendre. Il y en a pas mal. Il y a pas mal d'acteurs aussi qui sont dyslexiques. Et j'ai l'impression que il est temps en tout cas qu'on laisse les porteurs de troubles en parler et qu'on leur donne la parole à ce sujet. Très clair. Il y a Laurence qui nous souligne aussi que dans les pays anglo-saxons, tous les contenus qui sont susceptibles de provoquer des crises ne sont pas pris en compte. Par exemple, les messages d'alerte avant une émission. Ah oui. Ensuite, on a des petits échanges et on a une question de Benjamin qui est très intéressante. Quelles références concrètes, des exemples de sites, si tu devais donner des exemples de sites qui pour toi illustrent bien tout ce qu'on vient de se dire, ce seraient lesquels? Microsoft travaille quand même très très bien sur l'accessibilité, que ça soit sur leur plateforme, sur leurs outils, sur leur site web. Un autre américain me vient à l'esprit et vous n'allez pas être content parce qu'il faudrait prôner un peu le Made in France, mais on n'est pas très bon quand même, il faut le dire. Apple, dans la conception de leurs produits, même dans leur messaging, ils promeuvent finalement les personnes en situation de handicap et je trouve ça très beau via leur publicité. Après, j'ai envie de dire qu'en France, il y a des mouvements, par exemple, le CCH essaye de proposer des super projets en lien avec l'accessibilité pour tous. Mais c'est vrai qu'en France, je n'ai pas d'exemple qui me vient à l'esprit. Benjamin, si vous pouvez m'aider ou si vous avez une idée, je suis preneuse. On a Karine qui nous dit que servicepublic.fr est 100% accessible. Servicepublic.fr, super, merci. Marie nous demande si le plugin fonctionne avec des plateformes comme Jimdo. C'est quoi comme plateforme? C'est un CMS type WordPress? Du coup, si Marie, tu peux nous répondre dans les commentaires. Comme ça, on peut reprendre ta question tout à l'heure. Pardon, je vais essayer quand même de répondre. On a conçu l'outil pour qu'il soit finalement implémentable sur tout type de plateforme, donc tout type de CMS, des sites web, des intranets aussi. En revanche, on s'est d'abord concentré sur les sites web ou les plateformes web et on aurait un gros chantier pour travailler sur l'accessibilité ou des features d'accessibilité pour des applications tablettes et mobiles. Parce que là aussi, il y a un réel besoin et une réelle demande. Ok. Sissoko nous demande, vous parliez d'un site bien codé en début de présentation. Est-ce que Adapt Mon Web prend en compte le code d'un site internet, par exemple? Non, et c'est là où c'est pour ça que c'est très complémentaire avec un site accessible. Notre module fonctionnera mieux avec bien mieux d'ailleurs sur un site codé accessible qu'un site qui ne l'est pas. En revanche, on ne rend pas un site accessible. Et ça, c'est important de le dire.
Parce que j'ai quelques concurrents qui sont un petit peu border sur le sujet. Je ne les citerai pas. Mais c'est important de le dire parce que notre module vient apporter des fonctionnalités additionnelles d'accessibilité. On vient proposer un confort de lecture. Et finalement, tout à l'heure, j'ai essayé de le matérialiser comme ça en disant que c'est une première étape à ce parcours finalement de l'accessibilité numérique. Mais c'est une très bonne question. On nous demande également quelle est la différence avec Facility. On n'a pas la même démarche de conception. Nous, par exemple, on souhaite… Attendez, je vais vous partager mon écran si j'ai encore un tout petit peu de temps. La démarche avec Facility, elle est plus dans la conception du paramétrage du profil de lecture. En revanche, Facility propose aussi de personnaliser son confort de lecture. Nous, voici, donc voilà le petit icône dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez tous mon écran? Oui. Le site de Content Square? Oui. Donc ici, nous, on va aller proposer aux personnes en situation de handicap ou ayant besoin de paramétrer un confort de lecture, d'adapter la page. Vous voyez que là, les modifications se font automatiquement et on a un aperçu. Donc Facility travaille aussi là-dessus. En revanche, il renvoie sur une autre page pour personnaliser son confort de lecture. Ce que je trouve moins impactant parce qu'on ne voit pas finalement ce qu'on est en train de personnaliser. Je vous parlais tout à l'heure du contraste. Donc voilà, on propose aussi de personnaliser le contraste. La souris, avec une plus grosse souris. Une souris verte, c'est pas une blague, ça a été vraiment demandé par nos utilisateurs. Donc vous voyez, voilà, l'idée c'est de pouvoir modifier l'apparence du site et de l'optimiser en fonction de son profil de lecture. Si ça ne nous plaît plus, on fait un petit reset et le site revient automatiquement. Donc là, on a la notion de personnalisation et ici de profil défini. Voilà, comme ça, je vous fais la petite démo en live que je ne vous avais pas faite. Trop bien. Il y a Karine qui nous partage une information qui est intéressante, qui nous dit que la Dimune développe un outil pour faciliter les audits du code et qu'en général, le code est open source. Affaire à suivre. Eh bien, super. Je serais ravie d'échanger avec vous, surtout que je crois que j'avais eu quelqu'un de la DNUM en contact pendant le premier confinement quand on offrait nos outils d'accessibilité. Je serais ravie d'échanger avec vous, surtout sur la notion d'open source. Je trouve que ça fait du sens avec la fondation qu'on est en train de créer pour donner finalement des outils disponibles et accessibles par tous et pour tous. On parlait tout à l'heure des personnalités qui sont connues et du coup, Laurence nous informe que Bill Gates était dyslexique. Aussi. Comme quoi. Souvent des génies, hein. Bon, je dis ça parce que ça m'aide aussi de dire ça, mais je rigole. Trop bien. Luc Besson, on dit… ouais, du coup, il y a Laurence aussi qui… Merci Laurence pour les recherches. Je n'étais pas à la page. Heureusement que Laurence est là pour nous updater sur les personnalités connues. Non, mais par contre, c'est vrai. Là-dessus, c'est vrai dans plusieurs secteurs et souvent des grands patrons et des acteurs, effectivement. Vanessa nous pose une question intéressante. Les développeurs et concepteurs de sites peuvent déjà s'adresser à vous pour se former à l'accessibilité? C'est une question. Est-ce qu'on peut s'adresser à vous pour se former à l'accessibilité? Oui, il va falloir que je travaille vite. Non, effectivement, c'est un programme qu'on est en train de créer avec des partenaires dans le cadre de la fondation. Mais par contre, avoir des retours sur le format que vous souhaitez, est-ce que c'est plutôt spécialité développeur ou alors plutôt transverse avec de l'inclusive design, ça m'aiderait beaucoup dans la conception finalement de ces modules. Sissoko nous demande ce que ça impacte au niveau du code, le plugin. Finalement, on n'impacte rien au niveau du code puisque nous, on travaille uniquement sur l'apparence du site.
on travaille vraiment sur le dôme. Donc, on va aller modifier l'apparence du site, mais on ne rentre pas dans le code. C'est pour ça que finalement, on ne peut pas modifier du code avec notre outil. On va vraiment aller modifier l'apparence et pas le contenu du code. Ok. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas rendre un site accessible de par son code, puisqu'on ne modifie pas le code. Si tu devais du coup nous donner un conseil ce soir pour permettre une plus grande facilité et accessibilité au web en fonction de si on est développeur ou si on ne l'est pas, qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle pour agir? Comme je vous l'ai dit, cette notion de réfléchir, concevoir accessible, que ça soit vraiment, que ça devienne une priorité, mais que ça soit dans la création d'un PowerPoint que dans la création d'un nouveau produit. On voit trop souvent l'accessibilité arriver en fin de chaîne. Donc ça, pour moi, ça serait vraiment ma recommandation en disant, voilà, pensez accessibilité dès le début de vos projets. Et aussi réfléchissez et repensez à ce que je vous ai dit par rapport au nombre de personnes en situation de handicap et surtout au nombre de personnes en situation de handicap invisible. Et c'est pas parce qu'on a un handicap invisible finalement qu'on n'a pas besoin de confort de lecture, qu'on n'a pas besoin de modifier parfois du texte. Donc il faut vraiment penser l'accessibilité en priorité dans tous vos projets. Et si d'ailleurs vous avez envie de co-construire des choses avec moi dans le cadre de la fondation qu'on lance, vous êtes les bienvenus. Je serais ravie de partager avec vous, de co-construire ensemble parce que je pense qu'on est plus intelligent à plusieurs et ce message, il mérite d'être porté haut et fort. Donc, toute seule, j'y arriverai pas. Avec vous, par contre, oui. Et je suis très contente de vous voir si nombreux ce soir. Ça me fait très plaisir. Au-delà du sujet qui est important, je pense que voilà, il y a encore plein de jolies choses à faire et je serais ravie de collaborer et co-construire avec vous. On va laisser encore un petit temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Il y a Benjamin qui dit attention à ton appel à l'aide. Demain, je te contacte. Avec plaisir. Vous pourrez donner mon adresse mail peut-être dans le Ouais. mail que vous enverrez demain. Super, super. Avec plaisir, contactez-moi et je pense qu'il y a plein de choses à co-construire ensemble. La notion de code open source, de l'outil développé, ça m'intéresse énormément. Voir comment on peut bosser ensemble sur la partie éducation, formation. Voilà, ça serait vraiment très bien accueilli. Merci à tous. Il y a Karine qui nous demande si le plugin est téléchargeable. Non, le plugin n'est pas téléchargeable puisque vraiment, c'est un outil que l'on met en place sur le site web. Donc, il faut qu'on teste, nous, l'implémentation. Ce n'est pas téléchargeable comme une extension Chrome, par exemple. Donc, non, c'est pas cette forme. Il n'a pas été pensé comme ça. Ok, on vous laisse encore un petit instant pour écrire les dernières questions si vous en avez. J'en profite du coup pour te remercier Marion, c'était une super prise de conscience et votre mission est très belle et j'espère qu'à l'issue de ce live, il pourra avoir de belles collaborations qui pourront émerger. J'en profite aussi pour dire qu'on organise tous les vendredis, tous les jeudis soirs des ateliers et des lives pour avoir plus d'infos sur l'école Ada Tech School et qui du coup est très en lien avec les discussions qu'on avait ce soir. Donc Emma va vous partager le lien voilà, en commentaire. N'hésitez pas à vous inscrire pour avoir plus d'infos sur l'école. Emmanuel nous partage un lien d'une conférence qu'on pourra rajouter du coup dans le mail que nous enverrons demain. Ah oui, et puis alors si c'est avec Simon Auriez, ça va être une super conférence.
Bah, merci beaucoup à tous et à toutes. Merci pour ces échanges. C'était un live très intéressant, beaucoup d'interactions. Merci Marion pour ta présentation et ta démo. Bah, Merci. j'espère que ça aura pu permis à tout le monde de découvrir et de prendre vraiment conscience de ces enjeux et d'avoir aussi des clés pour agir parce que c'est le plus important. Mais merci. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on continue ces échanges. En tout cas, merci à tous pour vos commentaires. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Bah, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. À bientôt et merci encore, Pauline. Merci Marion. Au revoir. Au revoir.